Salut Lionel. Salut Caroline. Donc Lionel, c'est Lionel de Relais Assure. C'est ça. Tu le répètes souvent dans tes vidéos, ça me fait toujours très rire. Et tu peux te présenter en une Alors, le phrase. problème, c'est que ça me fait rire aussi souvent. Donc, en général, c'est la 4e prise où je commence, je dis bonjour, je suis Lionel de Relais Assure et ça me fait marrer. Mais oui, mais moi aussi, je te vois, Donc tu voilà, me et fais puis marrer. des fois, je pense à toi parce que je sais que ça te fait marrer aussi. Bah oui. Donc ouais, je me présente en combien de temps? Juste en une phrase. Je suis Lionel de Relais Assure. Oui, mais tu peux dire d'autres choses. Les gens ne savent pas peut-être ce qu'est Relais Assure. Relais C'est Assure est déjà un connu, cabinet hein. de recrutement spécialisé pour les assureurs. Ouais. Alors, dans un premier temps, pour les assureurs de proximité, donc les agents généraux et les courtiers. On a commencé il y a 8 ans. Et depuis 1 an, 2 ans, on est en train d'évoluer vers des structures de plus en plus importantes. On commence à travailler pour des petites mutuelles régionales qu'on a découvert récemment. On travaille pour des structures de 200, 300 salariés. Donc, on sort un peu de la proximité en tant que telle. Voilà, mais on reste, notre ADN, ça reste de travailler pour sans que ce soit trop galvaudé, des structures à taille humaine. Ouais. On aime bien travailler quand il y a pas trop de recruteurs en interne chez nos clients. On aime bien recruter directement pour celui qui décide, pour le futur patron. Ouais. Parce qu'on pense que c'est important vis-à-vis des candidats. Marché du recrutement est très particulier depuis 2 ans. Et oui. Et je pense que bien connaître ses clients vis-à-vis des candidats, c'est ce qui démarque je ne vais pas dire les bons cabinets des autres, ce serait trop présomptueux, mais ça dénote d'une qualité de travail en général. Ouais. On aime bien se positionner comme des artisans du recrutement. C'est pour ça qu'on demande un acompte, d'ailleurs. On ne fait pas du 100% au succès. Et oui. Ça vient de là, parce que les artisans, en général, ils demandent un acompte. Quand tu t'appelles ton plombier, ton charpentier, enfin peu importe, pour un chantier chez toi, avant de débuter le chantier, souvent, ils te demandent un acompte. Et c'est bien, parce que financièrement, ça fait rentrer un peu de cash. Oui. Mais c'est aussi un acte d'engagement. Ouais, carrément. Voilà. Et comment est-ce que tu le sens, ce marché du recrutement? Est-ce qu'il y a une vraie différence depuis le Covid? Il y a eu 2 phases. Ouais. Il y a eu alors nous, on a démarré avant le Covid. On a démarré en 2017-2018, où c'est une période qu'on a un peu oubliée d'ailleurs. Oui, c'est vrai qu'on a une capacité d'oublier les choses. C'est assez surprenant. Je trouve que depuis 2020, on a une notion du temps qui passe qui a changé. C'est vrai. Et il y a des points de repère d'avant 2020 dont j'arrive pas à me souvenir en fait. Donc je sais qu'on a commencé avant 2020, parce qu'on a commencé fin 2017. Mais je ne sais plus trop comment ça fonctionnait à l'époque. On était déjà un cabinet de recrutement. Mais voilà, il y a eu vraiment une phase avant et après. Il y a eu l'année 2020 qui a été à part pour tout le monde parce que très très particulière. Et puis 2021-2022, le secteur du recrutement, on a eu la sensation qu'il y avait une explosion en volume, que ça se mettait à recruter de partout. En fait, il y a eu beaucoup de changements de comportement des salariés en poste. Il y a eu le télétravail qui est arrivé, qui a pris une place colossale. Il y a eu des gens qui se sont découverts des vocations, à juste titre, des gens qui se sont rendus compte qu'ils faisaient le même job depuis 20 ans et que, tiens, avec tout ce qui se passe en ce moment, je me remets un peu en question et je vais peut-être aller explorer d'autres pistes. Donc ça a provoqué, il y a eu une vague de démissions. Donc ça a généré beaucoup de postes à pourvoir. Et puis l'autre phénomène en parallèle, alors c'est mon analyse, je n'ai pas la science infuse non plus, mais j'ai l'impression que c'est à partir de 2021-2022 qu'il y a eu un taux de turnover structurel qui s'est installé dans le monde du travail. Où il y a des chiffres officiels qui disent que presque 40% des salariés qui prennent leur poste ne sont plus dans leur poste au bout d'1 an. C'était pas du tout le cas avant 2020. Et puis ça a généré une bulle au niveau du recrutement, parce que des gens qui restent pas en poste, faut les remplacer. Et oui, ça coûte cher. Et quand il y a une démission, souvent du jour au lendemain, le collaborateur n'est plus là. Même quand il y a un préavis, de toute façon, même s'il est là, il est un peu moins là. Il n'est plus là. Donc voilà. Donc il y a eu une phase 2021-2023 où ça a explosé. Et puis là, depuis 2 ans, c'est le marché du recrutement, il est très 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 tendu parce que ça a baissé en volume. Enfin, on voit des chiffres de -20, -25% par an depuis 2 ans. Donc ça se ressent beaucoup au niveau des cabinets de recrutement, notamment auprès des gros cabinets de recrutement généralistes. Je ne veux pas les citer, je ne veux pas faire de pub. Mais oui, il y a des chiffres, c'est en baisse très importante. Nous, on est un peu touchés, parce que tout le monde l'est, donc on a une petite baisse d'activité en volume. Mais comme en parallèle, on a réussi à monter d'un cran en termes de taille de clients et de niveau de profil qu'on fait recruter, on a plus que compensé, parce qu'on a un niveau d'honoraires qui a quand même augmenté sur les 2 dernières années, donc ça nous a permis de compenser. Mais c'est compliqué le recrutement depuis 2 ans. J'entends souvent. Il y a eu des vagues de licenciements chez les
plus gros acteurs du recrutement, les gros réseaux. Et il y a beaucoup d'indépendants qui se sont retrouvés sans travail. Quand on se fait licencier sur un secteur qui est en crise, c'est compliqué de se refaire embaucher en salarié derrière. Donc, il y en a beaucoup qui se sont mis à leur compte en tant qu'indépendants. Et voilà, après, c'est le jeu, c'est comme ça. Il y en a qui réussissent, d'autres moins. Mais dans tous les cas, ça provoque une grosse remise en cause dans le monde du recrutement. Ça lui fait du bien, d'ailleurs, je trouve. Alors, je suis un peu présomptueux à dire ça. Ça fait 8 ans que je suis dedans. Et j'échange parfois avec des gens qui sont dans le recrutement depuis 20-25 ans. Mais moi, j'ai toujours eu le sentiment, depuis qu'on est arrivé, que c'était que ça fonctionnait toujours sur le même modèle depuis très, très longtemps. Et à un moment donné, tous ces nouveaux acteurs qui arrivent, et nous, on en a fait partie à notre petit niveau. On est arrivé à une époque où on a cassé un peu les codes, le mode de fonctionnement, le sacro-saint, je facture 20% du salaire brut en honoraire. Nous, on est arrivé en forfaitisant nos honoraires sur 2-3 niveaux de profil, et puis en cassant un peu les prix, pour être clair, parce que les 20% sur un salaire brut à 40 000, ça fait 8 000 euros d'honoraires. C'est à un moment donné, quand on recrute un profil non cadre, ça commence quand même à faire un sacré budget. Et on se retrouvait avec des prospects qui nous disaient « Mais non, vous avez fumé, jamais on payera ça. » Donc on est arrivé avec un modèle un peu... En fait, on a beaucoup écouté nos prospects quand on s'est lancé. On a construit le modèle à partir de là. C'est ce qu'il faut. Et du coup, quel type de profil tu recrutes le plus souvent? Est-ce qu'il y en a où on te demande tout le temps ce type de profil? Des conseillers en assurance. Comme on recrute que pour des assureurs, il y a toujours une forte connotation assurance. On est passé il y a encore 3-4 ans en arrière, on va dire 80% des profils qu'on recrutait, c'était des conseillers en assurance, plus ou moins polyvalents, plus ou moins à dominante commerciale, plus ou moins à dominante gestion back-office, mais dans tous les cas, c'était des conseillers en assurance qui étaient en contact des clients, donc contact des assurés, pour le coup. Récemment, on a évolué vers des postes un petit peu plus techniques. On travaille pour des structures plus importantes, des agents généraux d'une certaine taille, des courtiers d'une certaine taille, où on va avoir des chargés de compte entreprise, des spécialistes épargne-vie retraite, des spécialistes syndic immeubles, des gestionnaires sinistres sur des domaines très pointus, sur du corporel. Donc, mais ça reste dans 100% des cas dans l'univers de l'assurance, parce qu'on ne fait que ça. Et oui, c'est ça, tu es vraiment spécialisé. Et pourquoi tu es allé dans le domaine de l'assurance? Qu'est-ce qui te plaît dans ce domaine en particulier? Parce que j'ai été assureur, peut-être. Et oui, c'est ça. Pendant 4 ans et quelques mois, agent général AXA, dans un environnement très rural. Et puis l'idée de créer Relais Assure, en fait, elle nous est venue de là, parce que on n'a jamais eu une équipe au complet pendant les 4 ans et demi où on était agent. Très souvent, quand on reprend une agence d'assurance, un portefeuille, on reprend les salariés de son prédécesseur. Pour le coup, une de nos salariés est partie en retraite 1 an après qu'on ait repris. Je passe un petit message sur l'indemnité de fin de carrière, au passage. Ceux qui comprendront. Qui n'est pas prise en compte, très souvent. Donc voilà, méfiez-vous les gars. Donc on a dû remplacer cette collaboratrice qui partait en retraite. Et puis on a dû créer un poste aussi. Donc on a dû recruter. On s'est rendu compte à quel point c'était compliqué de trouver des bons profils à la fois commerciaux et formés techniquement au métier de l'assurance. Et pourquoi c'était compliqué? C'est compliqué parce que... alors je te parle, là je reviens en 2012, 2013, 2014. Pas assez d'étudiants qui sortent de ces filières. Puis très souvent, les filières en formation assurantielle, c'est des profils très techniques qui limitent juristes. Et les profils qui sont recherchés dans les agences de proximité, il faut de la technique et il faut aussi au contact des assurés en permanence. Donc il faut maîtriser la relation client. Puis il faut être un peu commercial dans l'âme, sans être un vendeur fou, parce qu'on ne vend pas des savonnettes. C'est du conseil. Donc il faut maîtriser la technique, mais il faut aussi avoir un côté un petit peu commercial, commerçant. On a la limite entre les deux, mais ça reste de la proximité. Donc on est presque agent général ou courtier de proximité, on est un commerçant au final. Mais il faut maîtriser la technique, ce sont des métiers réglementés, on ne peut pas s'improviser à aller souscrire des contrats d'assurance comme ça. Il faut faire une formation exprès. Pour revenir sur ta question du départ, on était assureur pendant quelques années. On s'est rendu compte de la difficulté à
à recruter pour nous-mêmes. On s'est planté une fois sur un recrutement. Ouais. Donc, on sait ce que ça coûte en Oui. temps, en investissement. On avait recruté un profil débutant. On a fait le pari de la former à l'époque. On a fait ça pendant 8 mois et pour se rendre compte au final qu'on s'était trompé, que c'était une erreur de casting. Et donc, tout le temps que tu y passes, tu ne passes pas à faire autre chose. C'est du temps, des salaires, des charges, etc. Donc, on sait ce que ça coûte que de se tromper. On sait ce que ça coûte le temps passé à chercher quelqu'un et que parfois on ne trouve pas quand on cherche tout seul. Et puis, on s'est rendu compte de la difficulté à qualifier les bons profils assurantiels. Puis, on a aussi constaté à cette époque qu'il n'y avait aucun cabinet de recrutement spécialisé en assurance. Alors, il y en avait quelques-uns, souvent des très gros d'ailleurs, qui étaient à la fois spécialisés en assurance et en banque. Et puis, en fait, on s'est rendu compte qu'ils recrutaient quasi exclusivement pour les compagnies, pour les très grosses structures, et pas pour les réseaux de proximité. Ah oui, ok. Donc voilà, quand on a arrêté d'être agent, Véronique, mon épouse et associée que tu connais, qui avant d'être assureuse, était dans l'univers du recrutement, de la gestion des compétences, de la formation, etc. Donc on s'est dit, pourquoi pas tenter le coup de créer une structure pour accompagner nos ex-confrères dans leur recrutement. Donc c'est parti comme ça. Ok, donc tu as été un des premiers là-dedans alors. Je crois qu'on est toujours le seul cabinet de recrutement exclusivement sur la partie assurance, parce qu'on ne recrute vraiment que pour ça. C'est très niché, c'est que bien. Pour ça, c'est pas très beau. Non, dans ce domaine-là, Et justement, parce que les gens aujourd'hui sont pas trop attirés par le domaine de l'assurance. Parce que c'est pas vendeur. J'étais à une soirée hier, je t'en ai parlé tout à l'heure, où c'était le microcosme de l'assurance. À un moment donné, un des participants a dit qu'on parlait souvent de l'entre-soi dans le monde de l'assurance. Donc, les assureurs parlent beaucoup entre eux, s'expriment assez peu auprès du reste du monde. Et puis, très souvent, quand on a une expérience en tant qu'assuré avec son assureur, je pense pas que tu as appelé ton assureur un jour pour le féliciter, pour le remercier de la qualité de son travail, c'est très rare. Très souvent, quand on en parle, c'est parce que les prix vont augmenter, quand on va arriver les prix, et puis ça augmente, parce que globalement, ça ne fait qu'augmenter pour des raisons qui sont le plus souvent justifiées et que les assureurs peinent à justifier, d'ailleurs, à expliquer avec des mots simples. Et puis l'autre sujet, c'est que très souvent, quand tu communiques avec ton assureur, c'est dans le cadre d'un sinistre. C'est pas pour les bonnes nouvelles. Alors, l'assurance est là pour apporter son support lorsqu'il y a un sinistre. Malheureusement, parfois, quand le contrat était mal souscrit au départ, parce que c'est parfois de la faute de l'assuré, parce qu'il n'a pas voulu prendre la bonne garantie, la bonne option. Donc, le jour où il y a un sinistre, on se rend compte, mais il y a une franchise, et puis ça, c'est pas pris en charge. Donc, c'est la capacité de l'assureur à transformer le sinistre en une opération positive pour son assuré. Malheureusement, parfois, le contrat fait que, puis c'est le contrat qui s'applique, si le contrat dit qu'on ne peut pas prendre en compte tel ou tel dégât, tel ou tel sujet, malheureusement, dans l'esprit de l'assuré, c'est une expérience négative, et puis là, il va s'empresser d'en parler autour de lui. Alors que l'assurance, à la base, a vocation à protéger les personnes et les biens. D'ailleurs, c'est un tic de langage qu'on voit souvent dans le monde de l'assurance. On parle souvent d'assurance de biens et de personnes. Moi, je m'attache toujours à dire l'inverse, parce que c'est quand même plus important de protéger les personnes que les biens. Oui, bien sûr. Les biens, ça se remplace. Mais l'assurance a vocation à protéger. Donc, c'est quand même quelque chose de vertueux. Et je trouve que ça communique malheureusement pas assez là-dessus. Alors après, je n'ai pas de solution miracle non plus. Mais nous, on le sent au niveau des... Alors, les candidats qui sont issus du monde de l'assurance, qui sortent de filières assurantielles, ils le connaissent, le secteur. C'est un peu plus compliqué, c'est de réussir à attirer des profils issus de d'autres secteurs d'activité, d'essayer de les amener vers les métiers de l'assurance. Et c'est là qu'il y a un gros travail à faire, je pense, comme il y a un gros travail à faire au niveau des jeunes étudiants pour essayer de les amener au plus tôt vers des filières assurantielles. Maintenant, c'est compliqué parce que alors, j'ai été invité l'année dernière par la responsable de BTS licence en assurance dans une commune, un lycée de Bourgogne. Et elle voulait que je vienne pour essayer de présenter les métiers de l'assurance à des terminales pour que certains viennent s'inscrire dans son BTS assurance. Et c'est compliqué parce que quand tu es face à une audience de 80-90 jeunes de 16, 17, 18 ans et que tu leur demandes à ce moment-là la vision qu'ils ont de l'assurance,
Bon, en règle générale, ils vont tous se sortir des anecdotes que leurs parents leur ont racontées, où c'est pas forcément du positif. Il y en a aucun qui va te dire l'assurance c'est beau, ça a vocation à me protéger. C'est vrai. Alors que sans l'assurance, on ne pourrait rien faire. Enfin, je sors des citations de temps en temps de Churchill, de Ford, qui expliquent avec des mots simples que sans l'assurance, rien n'existerait quelque part. C'est sûr. Et très très souvent, ils expliquent que l'assurance sert avant tout à protéger les personnes. C'est Ford qui explique avec la construction des gratte-ciels que sans les assureurs, il n'y aurait pas eu de gratte-ciel à New York. Ah non, c'est clair. Pas pour compenser les dégâts sur les gratte-ciels, mais parce que sans assurance, il n'y a aucun ouvrier qui serait monté tout en haut en prenant le risque de tomber et de laisser sa famille sans rien. Et ça, malheureusement, on n'en parle pas assez. Ouais, c'est vrai. Et je sais qu'il y a des formations obligatoires, tu sais, pour devenir assureur. On ne peut pas devenir assureur comme ça du jour au lendemain. Non. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire comme formation? Alors, il y a plusieurs sujets. C'est soit post-bac, on rentre dans des filières assurantielles type BTS, licence, master. Enfin, il y a un certain nombre d'organismes, l'IFPAS, l'ENAS, l'ESA. Il y a de plus en plus, j'ai l'impression, et parce qu'on est contacté de plus en plus régulièrement par des BTS licences privées dans des lycées qui se créent dans des villes de province. Je suis invité fin mars à Bordeaux, d'ailleurs, à présenter ce que l'on fait à des étudiants qui sont en BTS et licences. On est en contact régulièrement avec un lycée sur Reims aussi, donc il y a des structures de ce type. Alors, l'assurance sont des métiers réglementés, donc on n'a pas le droit en fait de vendre des contrats d'assurance sans avoir un diplôme minimum ou une formation minimale ou un certain nombre d'années d'expérience. C'est ce qui fait qu'il est compliqué d'embaucher des purs débutants, parce qu'à un moment donné, il faut les accompagner, les former pour qu'ils aient le droit de souscrire, enfin de vendre des contrats d'assurance. Donc, en revanche, alors je sais, c'est pas fait exprès, mais la soirée à laquelle j'étais hier, c'est pour une association que j'aime beaucoup qui s'appelle AMUP, qui s'appelle Assure-moi un projet, et qui a pour objectif, vocation d'attirer des profils, des talents, comme on dit aujourd'hui, vers le secteur de l'assurance, des gens qui sont en reconversion professionnelle. Voilà, donc moi j'interviens dans ce cadre-là pour leur expliquer les métiers dans notre domaine qui est plus l'assurance de proximité versus les grosses structures, compagnies et consorts. Et alors c'est un programme qui est super malin à MUP, puisque ces profils en reconversion, on valide, il faut qu'ils trouvent leur futur employeur, donc ça c'est la démarche d'AMUP, et puis de temps en temps moi je leur file un coup de main auprès d'agents et de courtiers qui recherchent, et une fois que le candidat est validé, il rentre dans un cursus de formation sur 3 mois en alternance, qui lui apporte dans le jargon des assureurs la capacité de niveau 1, ce qui leur permet d'exercer une fois qu'ils sont embauchés en CDI. Et ça permet au futur employeur d'avoir son futur salarié, puisque tout ça c'est cadré, il doit valider l'embauche avant le départ de la formation, mais il l'a physiquement pendant, je crois que c'est les 2/3 du temps, pendant les 3 mois en fait, donc ça permet d'apprendre à se connaître. C'est pas mal. Et pendant ce temps-là, le salarié, son futur salarié apprend les bases de l'assurance, donc c'est un modèle qui est franchement bien. J'attends qu'une chose, c'est qu'il soit déployé au niveau national pour qu'on puisse c'est une super idée. Je passe le message, Valérie, salut. Valérie, si tu nous regardes, j'ai prévu des petites questions pour toi. Ouais, c'est sûr. Toi, aujourd'hui, Lionel, vous êtes un cabinet avec combien de salariés à peu près? Enfin, c'est pas à peu près, c'est... Alors, une moitié parce qu'il n'y en a pas suffisamment pour que je me trompe. Dans la structure relation, on est 6. Avec Véronique, mon épouse, est associée, donc on a 4 salariés sur la structure. Et aujourd'hui, on a 8 consultants indépendants qui travaillent avec nous, dont un en Belgique et donc 7 en France, qui ont la particularité. Alors jusqu'à présent, on avait surtout des consultants indépendants issus du monde de l'assurance, donc des vrais experts métiers, comme on dit. Le mot expert est parfois galvaudé, mais parfois c'est bien de l'employer, parce que pour le coup, ce sont des vrais experts métiers. On a quelques anciens assureurs avec nous. Mais les 2 derniers profils qui nous ont rejoints sont 2 profils qui sont issus plus de l'environnement cabinet de recrutement, mais dans l'assurance. Enfin, qui étaient spécialisés dans l'assurance. Donc, Philippine et Julien qui nous ont rejoints récemment. Voilà, donc ça nous permet d'apporter
une couche recrutement sur la couche assurance qu'on avait déjà. Ouais. Alors, je ne veux pas dire qu'on faisait mal notre métier de recruteur avant, parce qu'a priori, on a plutôt des bons résultats. Mais voilà, on densifie un peu notre équipe. Alors, ça peut paraître paradoxal, parce qu'en ce moment, le marché est quand même un peu plus calme, c'est-à-dire qu'il y a moins de missions qu'avant. Mais on fait le pari que c'est la qualité qui fera qu'on continuera de se développer. On parle beaucoup de l'IA qui arrive dans le recrutement, oui, j'allais t'en parler, justement. Dans beaucoup de secteurs d'activité. Nous, on fait le pari qu'il faut de l'IA. On en utilise depuis 2 ans et demi de l'IA dans nos outils, mais on l'utilise intelligemment, on va dire. C'est-à-dire qu'on ne lui demande pas bêtement de nous faire gagner du temps sur tel ou tel sujet. C'est pas l'IA qui va valider les CV qui passent dans notre ATS, qui est le CRM du recruteur dans notre jargon. Donc, il y a beaucoup d'humains dans l'IA qu'on utilise, et on fait le pari que c'est le consultant en recrutement qui doit valider le niveau du candidat qu'on transmet à notre client. Alors, le niveau, c'est pas par rapport à une note, mais c'est l'adéquation du profil du candidat par rapport à la recherche de notre client. Et ça, il n'y a qu'un humain qui peut le faire. Donc après, l'IA fait gagner du temps en amont, mais il faut que l'humain reste la part la plus importante dans le recrutement. Je suis assez inquiet quand je vois arriver certaines solutions sur le marché où des fois, en résumé, on dit c'est du recrutement 100% IA. Allez-y les gars, on va rigoler. Parce que, non, remplacer totalement l'humain, c'est pas une bonne idée. Non, surtout quand on voit toutes les erreurs qu'on peut trouver sur des profils LinkedIn, notamment sur des CV. Parfois, tu fais comparatif entre un CV et le profil, tu as des gros écarts. Et puis, il y a des outils aujourd'hui qui te permettent de t'inventer une vie professionnelle. Voilà, pour tromper l'IA qu'utilisent les recruteurs pour être sûr que ton CV passe au-dessus de la pile. Mais il peut passer au-dessus de la pile si au moment où tu échanges avec un humain... tu verras bien qu'il y a un truc qui ne va pas. Nous, dans l'assurance, il y a des sujets, ça ne s'invente pas. On ne s'invente pas une vie, une carrière dans l'assurance, c'est pas possible. Et techniquement parlant, ça s'improvise encore moins. Donc, voilà. Sinon, je voulais te féliciter parce que j'ai vu que tu allais être partenaire du plus gros réseau de formation AF2A. Oui, c'est un sujet, ça va être annoncé prochainement. C'est un sujet qui nous tenait à cœur depuis longtemps. Le recrutement est compliqué et c'est de plus en plus compliqué de recruter. C'est aussi de plus en plus compliqué parce qu'on se rend compte que les salariés qui prennent un nouveau poste restent de moins en moins longtemps en poste, justement. Il y a un turnover de plus en plus important. Et quand on échange avec des candidats qui, s'ils sont candidats, c'est qu'à un moment donné, ils veulent changer de poste. Très souvent, ils sont en poste. Et quand on les questionne, alors, il y a plusieurs raisons. Il y a la fameuse raison, je ne m'entends plus avec mon manager. Mais bon, ça c'est pas trop le cas encore dans notre domaine parce que souvent, le manager, c'est le chef d'entreprise directement. Donc, on a assez peu ce genre de cas. Mais très souvent, c'est parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont arrivés au bout de ce qu'ils pouvaient faire et surtout de ce qu'ils pouvaient apprendre. Et ça, c'est les nouvelles générations qui arrivent depuis quelques années sur le marché du travail, et ça va être de plus en plus comme ça, ils ont une soif d'apprendre que nous, on n'avait pas. Alors, je dis nous, pas toi, tu es plus jeune. Mais je parle plus pour moi. Mais on avait moins cette soif d'apprendre parce qu'on avait moins d'outils à notre disposition, on avait moins accès à un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'ils ont soif d'apprendre et que parfois, ils sont frustrés parce qu'au bout de 6 mois, 1 an dans un poste, ils ont l'impression d'avoir fait le tour. Donc, nous, on a fait le pari là aussi avec nos outils. On est capable aujourd'hui de proposer des solutions avec des évaluations en ligne sur des évaluations techniques, assurantielles toujours, sur les compétences. Alors, c'est pas pour c'est pas pour mettre des notes, c'est pour dire un candidat, au départ, on a conçu ce système pour ça, pour les candidats, puis on se rend compte que ça peut être aussi mis en place pour des salariés qui sont en poste, pour à un moment donné, dans les sacro-saints entretiens annuels, par exemple, quand on est censé faire un bilan, c'est de dire, lors de ce bilan, on vous propose de faire un test pour voir où vous en êtes au niveau de vos compétences sur tel ou tel sujet, et puis en fonction des résultats, de déterminer là où vous avez envie de progresser, vous, et puis de vous trouver la formation adéquate pour ça. Et en fait, moi, depuis qu'on a créé Relassure, je me dis que le recrutement va de pair avec la formation, et qu'il faut trouver une solution, recrutement et formation, et même au niveau on trouve jamais le fameux mouton à 5, 6, 7 pattes, il n'a jamais toutes les pattes qu'il faut. Donc nous, notre job, c'est de trouver celui qui va correspondre le mieux. Mais il y a toujours un petit delta. Et ce delta, en fait, nous, on le voit, on le devine.
notre client aussi, mais on fait quoi pour faire en sorte de combler ce delta ? Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'il faut voir, valider quelque part le niveau de compétence, puis déterminer les formations qui vont bien pour l'amener vers les 2-3 petites pattes qui manquent, essayer de lui apporter. Et pour ça, il faut un organisme de formation. Donc là, récemment, on a pris contact effectivement avec cet organisme de formation et on va proposer très prochainement la première offre de recrutement et de formation intégrée. Super idée. À la fois dans le cadre du recrutement, mais aussi pour des salariés en poste ou au bout de 6 mois, 1 an, leur donner accès à nos outils via la plateforme Assure Emploi qu'on a créée, leur donner accès à nos outils d'évaluation. Et puis derrière, c'est là que l'IA a son sens, c'est que en fonction de l'évaluation du candidat, qui ne sera pas générée par l'IA, mais il y aura une évaluation qui sortira, l'IA sera capable d'aller chercher en revanche la formation adéquate dans le panel de formation. Mal, ça, Voilà. C'est bien. Mais c'est vrai que la recherche de sens, c'est souvent ce qui revient quand les gens changent de poste. Mais c'est même, une fois quand ils sont en poste, ça revient souvent. C'est-à-dire que la recherche de sens, aujourd'hui, elle est permanente. Les gens, je crois, supportent de moins en moins de s'ennuyer dans ce qu'ils font. Nous, on a la chance d'être nos propres patrons quelque part, on décide de ce qu'on fait avec parfois toutes les contraintes que ça implique, mais on fait ce qu'on a envie de faire et c'est ce qui fait qu'on se lève tous les matins. On sait que de toute façon dans la journée il se passera un truc qui ne s'est pas passé la veille et qui ne se passera pas le lendemain. Quand on est salarié en poste, qu'on fait un peu le même job tous les jours, à un moment donné on finit toujours par se questionner, mais pourquoi je viens ce matin, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de faire autre chose, et très souvent les gens ils bougent pour ça. Et moi je trouve vraiment que depuis 2, 3, 4 ans, le gros problème, c'est pas propre à l'assurance, c'est parce que j'échange avec beaucoup d'autres recruteurs, cabinets de recrutement, des chefs d'entreprise, les gens ne restent pas suffisamment longtemps en poste. Le turnover, il est trop important. Quand on voit que presque 40% des gens sont plus en poste au bout d'1 an, c'est catastrophique. C'est énorme. Quand on sait en tant que chef d'entreprise que ça représente d'accueillir un nouveau salarié, de le former, et là aussi il y a des choses à dire sur le fameux onboarding. C'est un vrai sujet aussi parce que malheureusement le bas blesse à ce niveau-là, et c'est là que notre offre recrutement et formation, je pense qu'elle a du sens aussi pour aider nos clients chefs d'entreprise à mieux intégrer leurs futurs collaborateurs. Et puis on a même dans les tuyaux, dans les cartons, on est en train de réfléchir à une formation recrutement pour nos clients, pour les utilisateurs de notre plateforme Assure Emploi. Ah oui, pas mal. Parce qu'on se rend compte que même nous, en tant que cabinet de recrutement, parfois, je pense il y a des règles auxquelles on passe un peu à côté. C'est pas bien, mais parfois on le fait par inadvertance. Donc c'est bien de rappeler les bases, tout ce qui est règles anti-discrimination. Par exemple, je serais curieux de faire un sondage auprès de tous les recruteurs de France pour qu'ils... J'ai même un doute, je ne sais plus s'il y en a 25 ou 27, tu vois, ce qui n'est pas bien du tout de règles anti-discrimination. Mais très souvent, quand tu poses la question, les gens sont capables d'en sortir 5, 10, 15, jamais plus. Alors qu'il y en a beaucoup plus que ça. Il y a parfois des questions qui sont posées par des chefs d'entreprise qui recrutent à des candidats qui... on n'a pas le droit de poser certaines questions, on n'a pas le droit de questionner sur la vie privée. Oui, c'est ça. Encore moins sur tous les sujets relations, les enfants, les contraintes. Donc on est en train de réfléchir à une formation, on va dire, au basique du recrutement pour nos clients et pour les utilisateurs de notre plateforme. Ah oui, ok, ça c'est une bonne idée. Alors j'ai quelques questions pour toi encore. Je voulais savoir comment sourcer des commerciaux en assurance quand tout le monde chasse les mêmes profils. Mais je ne vais pas le dire. C'est les profils les plus compliqués à trouver, les commerciaux en assurance. Comme je le disais tout à l'heure, faut la base technique et il faut être vendeur quelque part. Oui, ça. On peut trouver des bons commerciaux et les former à l'assurance, ça existe. On peut former quelqu'un en l'espace de quelques mois. Après, le risque dans l'assurance, c'est de ne pas avoir des commerciaux qui vendent un peu n'importe quoi et qui vendent des contrats d'assurance où l'assuré pense qu'il va être couvert et puis le jour où il a son sinistre, il se rend compte qu'il n'est pas couvert. C'est ce qu'il y a de pire. Donc, le plus compliqué, c'est de trouver
soit des profils déjà formés techniquement à l'assurance et qui ont vraiment la fibre commerciale, soit de trouver des commerciaux purs et de les former à l'assurance. Mais ça reste, pour nous, c'est les profils les plus compliqués à trouver. Alors après, t'as employé le mot sourcer. Alors nous, on source beaucoup. On source dans notre propre CVTech, parce qu'au fil du temps, on s'est bâti une CVTech avec des dizaines de milliers de CV. Presque pour pas loin de 100 000, avec la RGPD, je veux dire, c'est un travail du quotidien, mais on a un volume d'activité qui fait que dans les grandes métropoles, on a tellement de demandes qu'au final, on recontacte assez régulièrement, ça nous permet de mettre à jour la CVTech. Donc on source beaucoup dans notre CVTech, et puis on source beaucoup aussi sur les CVTech en ligne, et on utilise notamment un réseau que tu connais aussi bien que moi, même mieux, c'est LinkedIn, où voilà, on a bâti au fil du temps une grosse communauté, parce qu'on doit avoir... On a plus de 50 000 relations uniques dans le secteur de la banque assurance. C'est énorme. On a de plus en plus de candidatures entrantes. On s'est créé une petite notoriété auprès de plus des candidats que de prospects ou clients d'ailleurs, grâce à Link. Donc on source beaucoup parce qu'on n'est pas des chasseurs. Voilà, on source. Oui, c'est mieux de sourcer. Quel est le salaire réaliste pour un chargé de clientèle assurance en 2026 ? N'écoutez pas le salaire réaliste. Alors les rémunérations, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. C'est un secteur, alors je parle vraiment de l'assurance de proximité. La fameuse soirée à laquelle j'étais hier, où c'était plus les compagnies d'assurance qui étaient représentées et qui s'exprimaient entre autres sur ces sujets-là. Enfin, c'était l'emploi, les recrutements, etc. Et à un moment donné, j'ai entendu que l'assurance était un secteur qui payait bien, très bien. Qui avait alors c'est le cas. Sur tout un pan de l'assurance, effectivement, visiblement, c'est le cas. C'est pas je vais pas me faire que des amis en disant ça, mais c'est pas ce qu'on voit nous au quotidien, c'est pas ce qu'on voit sur le terrain, c'est pas ce qu'on voit au niveau des réseaux de proximité. On peut pas comparer une grande compagnie d'assurance multinationale avec un agent général ou un courtier de proximité qui a 2-3 salariés. C'est l'impact du salaire chargé sur une petite structure, c'est pas le même que sur une multinationale. Donc il y a eu un sujet de positionnement au niveau des salaires. C'est un secteur qui, on va dire, historiquement, payait pas super bien, pour être honnête. Pour tout te dire, quand, avec Véronique, on a repris notre portefeuille AXA en début 2011, je ne parlerai pas des salaires effroyables qu'on a découverts des collaboratrices qui étaient en poste, mais j'emploie bien le mot effroyable parce que c'était effroyable. Et que malheureusement, il y en a, on sait, parce qu'on est régulièrement contacté par des candidats, on sait qu'il y a encore des niveaux de salaire qui sont trop bas par rapport à l'évolution du marché qu'il y a eu. Enfin, techniquement, un conseiller en assurance aujourd'hui, c'est plus le conseiller en assurance d'il y a 15 ans. Enfin, la palette de produits, de services a explosé. Les compétences il y a beaucoup plus de compétences à avoir. Il y a une concurrence entre assureurs qu'il n'y avait pas avant. Enfin, ce sont des profils hyper polyvalents. D'ailleurs, polyvalence, c'est le maître mot dans ce secteur-là. Donc, il y a eu un gros problème de rémunération. Il y a encore, c'est en train de se réajuster. On va dire que l'effet Covid, ça a provoqué un mélange. Donc, à un moment donné, il y a eu une remise à plat pour certains de la rémunération. Donc, ça a tendance à se calmer, à se réajuster. En revanche, on entend encore et on l'entend trop souvent, malheureusement, trop de candidats dire non, ça ne m'intéresse pas, ça ne paye pas. Alors que ça devient faux, mais c'est encore dans le conscient. Dans l'inconscient, je ne sais jamais. Mais on l'entend trop souvent. C'était assez vrai, ça l'est de moins en moins. Donc, par exemple, nos clients sont des assureurs qui payent plutôt bien. Alors, c'est peut-être parce qu'ils ont la démarche de passer par un cabinet de recrutement et qu'on est là aussi parce qu'on connaît un peu la valeur du marché de l'emploi. Mais ça reste un sujet. Sinon, je voudrais savoir, tu as aussi des candidats, j'imagine, qui arrivent du domaine bancaire. Comment est-ce que tu évalues un candidat en assurance qui vient de la banque ? Alors, on l'évalue par rapport à nos compétences, nous, ce qu'on connaît du métier. Joker ou pas joker? Si tu peux prendre un joker, si tu veux. Non, je prends pas de joker. Je suis pas. On va dire que je vais encore me faire plein de potes. Le niveau, globalement, le niveau assurantiel issu des réseaux bancaires est plutôt bas. C'est-à-dire que
un conseiller bancaire, quand tu vas le voir pour une question d'assurance, il est derrière son écran, il remplit des cases. Je suis pas sûr qu'il maîtrise complètement. Voilà, j'en suis même assez convaincu. Il y a des réseaux, en revanche, qui forment mieux leurs conseillers que d'autres. Je ne veux pas donner de nom. De toute façon, ils se reconnaîtront. Mais il y a 2 réseaux qui forment mieux parce qu'ils ont vraiment des structures en interne plus dédiées filière assurantielle. Donc nous, on le sent au niveau des candidats, on sent que le niveau est plus élevé de ce côté-là. Après, il y a une différence fondamentale au-delà du niveau technique. Il y a une différence fondamentale qui est la relation client, la relation assurée. Conseiller bancaire, il est plutôt protégé de ses clients. C'est-à-dire qu'en tant que client d'une banque, tu n'as pas le ligne directe, très rarement, tu ne peux pas rentrer dans l'agence bancaire en disant je veux voir mon conseiller ou le directeur d'agence. Qu'il y a un rendez-vous. Quand tu téléphones, tu tombes sur une plateforme, tu tombes rarement sur... C'est très compliqué de joindre son conseiller bancaire. Donc, il y a une forme de protection. Quand tu appelles ton agence de proximité d'assurance, soit un agent général ou un courtier, tu appelles l'agence et c'est l'agence qui te répond. Donc, le plus souvent, c'est soit le conseiller, soit le courtier, soit l'agent. Mais dans tous les cas, tu as quelqu'un au téléphone et quelqu'un qui connaît tes contrats. Donc là, il y a une différence au-delà du sujet technique assurantiel. Il y a une grosse différence qui est fondamentale aussi. C'est sur l'aspect relation client, relation assurée. Et là aussi, on se rend compte que malheureusement, assez souvent, des profils qui ont fait... Alors attention, c'est pas une généralité à 100% ce que je dis, parce qu'il y a toujours des exceptions. Mais très souvent, malheureusement, quelqu'un qui a fait 10 ans en banque, il aura du mal à s'adapter dans un environnement agence ou cabinet de courtage. Voilà. C'est sûr. Et à ton avis, les courtiers en assurance, ils préfèrent le fixe ou le variable ? Tant qu'employeur ? Ouais. Alors, je suis toujours prudent parce qu'on a une vision un peu tronquée, nous, en tant que cabinet de recrutement. C'est-à-dire qu'on a la vision de ceux qui passent par nous. Après, on suit les offres d'emploi qu'on peut voir sur tous les sites emploi, d'assureurs qui recrutent. Il y a quand même de plus en plus souvent une notion de fixe plus variable sur tous les profils de conseillers commerciaux, que ce soit sur du part pro, de l'entreprise, terrain, sédentaire ou pas. Il y a toujours une notion de variable qui va aller de 5 jusqu'à 10, 15, 20, parfois 30% de la rémunération globale. Où c'est un peu plus compliqué, c'est sur des profils pure gestion back-office, où là, c'est compliqué de mettre une variable, si ce n'est sur la qualité du travail. Donc, voilà. Bien sûr. Mais c'est un métier où, globalement, la part variable reste toujours assez raisonnable, parce qu'on est plus dans le conseil que dans la vente pure. Donc... Ok. Je veux savoir comment convaincre un bon assureur de quitter un grand groupe pour une PME. TPE même, on peut dire. Mais TPE, parce que très souvent, nos clients 80% des cas sont des TPE. Alors, très souvent, c'est sur la polyvalence, justement. Les postes en compagnie ou dans les gros réseaux mutualistes, par exemple, c'est très souvent... ils vont être attelés à une tâche, un sujet, ils vont être sur de l'auto, ils vont être sur de l'habitation, et ne faire que ça. Quand tu travailles dans une TPE de l'assurance, un agent général, un courtier de proximité, tu es forcément polyvalent. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois à niveau sur l'ensemble des sujets, parce que ton assuré, il peut te questionner sur l'ensemble des sujets. Donc, très souvent, c'est ça qui va faire la différence, c'est la polyvalence, puis on en revient à cette quête de sens, à cette soif d'apprendre, où on a parfois des candidats qui sont issus de... C'est un peu la même chose dans les réseaux bancaires, d'ailleurs, c'est très cadré, où ils sont un peu fatigués de faire toujours la même chose et de répondre toujours la même chose et de proposer toujours la même chose. Donc, c'est une des différences importantes avec l'assurance de proximité. Ce sont des petites structures, mais où forcément, il y a besoin de beaucoup de polyvalence. Et sinon, quelle erreur tu vois qui est la plus fréquente dans les cabinets d'assurance? Je vais parler du recrutement parce que sur le reste, je peux... Quand je vois le turnover, je pense qu'il y a beaucoup d'erreurs de casting. Il y a parfois des niveaux de salaire qui sont trop bas. Après, la difficulté, c'est que
parfois, celui qui recrute ne peut pas proposer plus parce que financièrement, s'il met 24 000 de fixe, c'est parce qu'a priori, il ne peut pas mettre plus que 24 000 de fixe. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, avec un SMIC qui a quasi 22 000, les 24 000, c'est un peu compliqué. Ouais. Donc, très souvent, on voit des offres où c'est du 24 000 de fixe, ils vont chercher un bac plus 2, 3 avec 2-3 ans d'expérience. Donc là, ça ne matche pas. Ils n'ont pas de candidature. Parce que quand on a un bac plus 3 et 2-3 ans d'expérience, c'est compliqué de repartir avec 24 000 de fixe, même si tu mets du variable derrière. Et très souvent, au final, ils vont recruter quelqu'un uniquement sur cette base de rémunération de 24 000. Donc, ils vont trouver quelqu'un plus junior, plus débutant, qui trop souvent, malheureusement, au bout de 6 mois, ne sera plus là. Et ils recommencent, et on les voit, il y en a beaucoup qui recrutent plusieurs fois la même année, parce qu'en fait, ils remplacent celui qu'ils ont embauché qui n'est pas resté. Qui n'est pas resté, soit parce qu'il n'avait pas le niveau, soit parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'était pas fait pour lui, et que voilà, soit parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'était pas suffisamment payé pour ce qu'il faisait, et puis il a vu une autre offre d'emploi, il a postulé, il s'est fait embaucher. Et oui. Et dernière question, comment gérer un client qui veut un profil senior mais qui n'a pas le budget ? Alors, c'est une excellente question, parce que le sujet des seniors, on le voit beaucoup. D'ailleurs, moi, je parle toujours de profil expérimenté ou très expérimenté, parce que j'en fais partie maintenant. Voilà. Donc, je suis très expérimenté. Il y a un phénomène assez intéressant depuis. Alors, c'est toujours pareil. Nous, on est sur notre petite lorgnette. On ne voit pas tout non plus. Mais il y a une tendance depuis quelques temps où on a des candidats très expérimentés qui nous contactent, qui sont en recherche d'emploi, donc c'est un peu compliqué, mais qui prennent conscience que le gros de leur rémunération est derrière eux. C'est-à-dire qu'ils savent qu'à un moment donné, ils ont atteint voilà, et que pour continuer de travailler, il faut accepter peut-être de revoir un peu ses prétentions. Et très souvent, quand on discute avec eux, on se rend compte que quand on arrive proche de la soixantaine, quand on a passé les 55 ans, il y a plus de crédit, logiquement. Si tout va bien, il n'y a plus de crédit IMO. Les enfants sont grands, sont devenus autonomes dans certains cas, donc il n'y a plus les études à payer. Donc il y a le niveau de charge a baissé. Donc à un moment donné, on a certains, et d'eux-mêmes, ils nous disent mon niveau de charge a baissé, je sais que de toute façon, moi j'ai envie de travailler, je sais que j'ai encore de belles années devant moi, donc je sais que mes derniers niveaux de salaire, je ne les retrouverai pas. Donc je suis prêt à revenir sur le marché du travail à tel niveau. Et on a parfois des écarts de l'ordre de 20, 30, 40% par rapport, enfin ça fait quand même des gaps importants. Mais je trouve que c'est une démarche plutôt intéressante. Moi, pour être tout à fait clair, mes plus gros salaires, ils étaient il y a 25 ans. Bon, après, j'ai fait le choix de créer ma boîte, mais je n'ai jamais retrouvé les niveaux de rémunération que j'ai pu avoir en tant que salarié. Maintenant, c'est un choix différent. Mais c'est quelque chose qu'on entend quand même de plus en plus souvent. Et très souvent, sont des profils qui ont encore, à 55 ans, aujourd'hui, tu as encore quand même quelques années devant toi. Enfin, tu pars en retraite à 62, 63, 64, ça fait quand même encore 7, 8, 9 ans. Clair. Et trouver quelqu'un de compétent qui va rester, parce que là, pour le coup, si c'est quelqu'un de compétent avec qui ça se passe bien, en tant qu'employeur, tu es quasiment sûr de l'avoir jusqu'au bout. Donc, tu es sûr de l'avoir pendant 6, 7, 8 ans. C'est vrai. Aujourd'hui, t'embauches un profil un peu moins expérimenté. Je fais pas de pari sur les 5, 6, 7, 8 années. 3 ans, c'est déjà pas mal aujourd'hui quand on embauche quelqu'un d'un peu plus jeune. Le garder 3 ans en milieu urbain, c'est déjà bien. Donc, moi, je trouve que c'est un sujet super intéressant parce que ces profils très expérimentés, et notamment dans le secteur de l'assurance où au final, la partie technique de l'assurance, elle n'évolue pas tant que ça au fil des ans. Donc, la connaissance, quand tu l'as, tu l'as. Après, il faut s'adapter. Il y a des nouveautés forcément, mais il y a des formations qui sont là pour ça. Donc, moi, je crois beaucoup à l'emploi des profils très expérimentés dans l'assurance. Trop bien. Mais écoute, merci beaucoup, Lionel. On peut te retrouver sur LinkedIn. Tu es toujours très présent. Moi, j'adore tes posts. Merci. Tes coups de gueule aussi. Ça fait du bien. Je suis calme en ce moment. Oui, c'est vrai. En ce moment, il n'y a pas trop de... C'est l'âge. Il va falloir nous faire un peu des posts... Non, mais LinkedIn, c'est toujours pareil. Enfin, tu le connais aussi bien que moi, même mieux.
c'est un outil phénoménal, mais où parfois, il y a quand même beaucoup d'humains. Et quand on s'exprime, quand on donne son avis, forcément, on se prend des retours parfois qui sont... Voilà, donc il y a des périodes où on a un peu moins envie que d'autres, mais ça reste un outil de communication qui est exceptionnel. Ouais, c'est clair. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés aussi. Absolument. Le temps passe. Et ouais, c'est fou. Merci beaucoup, Merci Lionel. à toi pour ton invitation. Bientôt. Avec plaisir. Salut. Bye bye.